avec Cécile, nous faisons partie d'un collectif de parents, d'AESH, d'enseignantes et de militantes du monde éducatif. Plusieurs membres d'associations participent activement à nos réunions et nos actions, comme la FCPE, le collectif Handicap 35, la FSU, la CGT et d'autres. Nous sommes rassemblés autour d'une revendication, celle d'une école réellement inclusive, avec de réels besoins pour permettre à tous les enfants un réel accès au savoir. Par des actions sur la place publique, nous essayons de médiatiser la situation, bien que de plus en plus visible, elle reste trop méconnue. Nous interpellons les pouvoirs publics et nous tentons d'établir un état des lieux de la situation, ce qui est loin d'être facilité par les différentes institutions. L'accès aux chiffres concernant les enfants à besoins spécifiques reste très flou, encore plus flou quand il s'agit des enfants déscolarisés. Pour les enfants scolarisés, difficile d'avoir accès au nombre d'enfants en situation de handicap puisque les chiffres ne se basent que sur les enfants qui ont un PPS, un plan d'accompagnement personnalisé. Pas sur les enfants qui ont une notification MDPH, mais les PPS. Or, les enfants en situation de handicap qui ont des troubles ne nécessitant pas de passer par la MDPH peuvent avoir un PAP. Mais pour les enfants qui ont... Alors là, voilà. En gros, si je me trompe, quand on a une notification MDPH pour un enfant, eh ben, on n'est pas forcément recensé comme enfant en situation de handicap. Il faut qu'en plus, l'endroit où il est accueilli, l'école où il est accueilli, fasse un PPS. Oh, quand tu me l'avais remis, mais... Bref, on n'a pas le fond de quoi. Voilà. Pour les enfants qui sont accompagnés par des AESH, l'accompagnement est édulcoré par la généralisation des mutualisations, c'est-à-dire que de nombreux enfants se retrouvent avec une aide très ponctuelle et beaucoup d'AESH se retrouvent à gérer plusieurs enfants avec des troubles très différents. Cette situation n'aide personne, ni les élèves dont les besoins ne sont pas suffisamment compensés, ni les AESH qui voient leurs conditions se dégrader alors que leur statut n'est toujours pas reconnu, que leur formation reste quasi inexistante et que leur rémunération continue d'être indécente. Le nombre d'enfants qui ont besoin d'être accompagnés augmente de manière exponentielle, mais le recrutement d'AESH ne suit pas. Le DAZEN tente de se justifier en remettant en cause leur utilité dans certaines situations, alors qu'il n'a aucune compétence, en tout cas pas la compétence des professionnels de la maison du handicap, qui eux sont habilités pour statuer sur les compensations à fournir. Une autre situation complètement scandaleuse reste sous les radars, invisible, celle des enfants déscolarisés. Le PCPE, qui s'occupe des situations sans solution, en dénombre seulement 40, qui resteraient à la maison ou en attente d'une place en un établissement médico-social. Pour rappel, 1500 enfants sont en attente d'une place et patientent souvent en milieu ordinaire, avec des conséquences humaines dramatiques. Ceux qui restent à la maison n'ont aucun soutien et leurs parents, souvent les mamans, doivent arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants, ce qui rend leur situation plus précaire encore. Mais il faut savoir que les enfants qui ne sont pas scolarisés en milieu ordinaire, ceux qui sont en établissement médico-social ou sans solution, ils n'ont pas, comme tous les autres élèves, un numéro d'identifiant national d'élèves. Et donc tout cela ne sont pas comptabilisés non plus. Quand l'institution fait son état des lieux, elle ne les comptabilise pas. Ce manque de transparence sur l'état des lieux de l'école inclusive a déjà été souligné par une commission d'enquête parlementaire qui rendra prochainement son rapport et nous verrons alors si d'autres chiffres ressortiront. En attendant, le nombre d'enfants à besoins spécifiques continue d'augmenter et les chercheurs annoncent que d'ici une dizaine d'années, 2 enfants sur 5 seront atteints de troubles neurodéveloppementaux. Tout cela permet de prendre conscience de la nécessité plus qu'urgente de développer l'école inclusive. Avec quoi? Avec une formation des professionnels à la hauteur de l'enjeu, une réduction des effectifs par classe, une transformation du bâti scolaire, une vision d'école qui n'est pas là pour évaluer sans cesse en fonction d'un programme figé, mais qui donne sa chance à chaque élève avec une temporalité et des aménagements variables selon ses besoins. Pour que cela fonctionne, il faut arrêter de cloisonner éducation nationale et médico-sociale.
La grande majorité des professionnels du médico-social sont favorables au renforcement de passerelles et à la mise en place d'unités spécialisées intégrées dans les écoles. Mais comme les moyens ne sont pas là, ils subissent eux aussi les conséquences avec des cas de plus en plus compliqués à gérer. Pour tenter de faire avancer les choses au collectif, nous réfléchissons à un recours judiciaire contre l'État. Il s'agit de réclamer que les droits à l'éducation et l'accès au savoir soient respectés pour tous les enfants. En regroupant des situations d'enfants similaires, nous aurions plus de poids qu'avec des recours individuels. Et nous pourrions alors infléchir le rapport de force. Nous avons rencontré des avocats qui soutiennent l'idée et nous avons maintenant besoin de l'appui d'associations ou fédérations qui ont plus de poids médiatiquement et économiquement. Nous commençons progressivement à trouver des partenaires pour financer les avocats et permettre à toutes les familles concernées, même les plus précaires, d'entamer cette démarche. N'hésitez pas à venir participer aux réunions et aux actions. Vous pouvez vous inscrire sur une liste de diffusion et consulter le site internet du collectif. Merci.